Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Clélie Mathias. Soyez le bienvenu. Les prix à la pompe repartent à la hausse. On a passé de nouveau la barre symbolique des 2 euros pour l'essence. Emmanuel Macron, ce matin, en Conseil des ministres, a demandé au gouvernement de réfléchir à de nouvelles réponses, je cite, face à cette hausse des prix de l'énergie dans un contexte géopolitique hautement incertain. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que je veux bien qu'on réfléchisse, mais en attendant, le portefeuille des Français, lui, souffre. Bon, d'abord, dire que le gouvernement agit, et je le dis d'autant plus de ma place de député, agit sur les gros rouleurs, évidemment tous ceux qui sont extrêmement impactés par le prix du carburant et qui ne peuvent pas le répercuter ou auprès de leurs clients ou bien dans leur vie quotidienne avec le chèque énergie, vous savez, d'accompagnement. Et des améliorations qui seront, je crois, sur un système de 3 mois et qui seront remboursés au fur et à mesure. Moi, j'entends la possibilité dans d'autres pays de baisser. On a entendu le RN proposer la baisse de la TVA, d'autres idées. D'abord, 2 choses. Un, dire que nous n'avons pas forcément les moyens de pouvoir accompagner massivement et de généraliser pour chacun d'entre nous, chaque Français qui fait son plein. D'abord, chaque Français n'a pas besoin forcément d'une aide gouvernementale, sachant que une aide gouvernementale, c'est vous qui payez de façon indirecte, c'est vos impôts, c'est pas de l'argent magique. Et donc dire, il faut concentrer les moyens qui sont plus réduits qu'avant sur ceux qui sont les gros rouleurs, ceux qui en ont absolument besoin. On parlait beaucoup de l'exemple des infirmières libérales qui évidemment ont besoin d'aller vers leurs patients, mais ne peuvent pas répercuter la hausse du prix du carburant dans les soins. Dans le prix des soins. Donc ça, je pense, c'est indispensable de pouvoir accompagner. On pense aux pêcheurs, on pense aux agriculteurs. Là, il y a déjà des aides qui sont clairement enclenchées. Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Moi, j'entends ce que propose le président de la République, parce que c'est vrai que l'angoisse, c'est que ça va durer. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on prend des aides ciblées par secteur qui ont le plus besoin, mais plus cette guerre se prolonge, elle semble se prolonger, plus c'est l'ensemble des Français qui va être touché, parce qu'il n'y a pas que les prix à la pompe, il y a la répercussion sur beaucoup de produits qui sont issus justement des hydrocarbures. Donc l'ensemble de la population va être touchée au fur et à mesure, plus la dure. Je crois qu'il faut vraiment accompagner ceux qui sont le plus impactés, qui n'ont pas les moyens de subir cette hausse. À côté de ça, il ne faut pas se mentir, quand il y a une augmentation du prix de l'essence, quelqu'un va payer. De toute façon. Et c'est terrible à dire parce qu'on a tellement pris l'habitude de l'État nounou qui payait tout et que dès qu'il y avait une hausse, une guerre quelque part, en fait, on aseptisait la situation. Mais je crois que nous sommes rentrés dans un monde, et on le dit régulièrement, y compris à cette antenne, un monde plus dangereux, un monde où il y aura de plus en plus de crises et auquel il faudra s'adapter. Il faudra toujours accompagner ceux qui sont le plus en difficulté. Et puis le reste, il va falloir qu'on électrifie beaucoup plus nos usages. Il va falloir qu'on apprenne à moins utiliser, j'utilise bien le terme, moins utiliser l'essence, le pétrole dans nos usages quotidiens et d'avoir beaucoup plus de souveraineté, c'est-à-dire entre autres sur le cas des énergies, de faire en sorte de produire notre énergie sur notre propre territoire, de ne pas être dépendant des pétromonarchies par exemple. Vous avez conscience que le discours que vous tenez n'est pas très rassurant, en tout cas pour les Français là. Mais je pense que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Iran, je pense aux ingérences russes un peu partout, je pense que en fait vous avez parlé tout à l'heure du Mali. Le monde n'est pas rassurant, oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi je fais partie de la commission des forces armées à l'Assemblée nationale. On est en train de massivement réarmer l'armée française. On n'a jamais augmenté autant les budgets que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, 2017-2018, la première loi de programmation militaire. On est en train d'en voter une autre. On commence la semaine prochaine, pendant une semaine, la nouvelle loi de programmation militaire. On va doubler l'effort militaire. Vous savez, le chef d'état-major d'armée, c'est public, je peux le dire, nous a dit qu'il fallait que nous nous préparions à un conflit qui implique directement la France d'ici 2030. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver à un conflit, ça veut juste dire qu'il faut que nous soyons prêts, parce que c'est une probabilité qui existe. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de se mentir. Nous devons nous réarmer, c'est-à-dire être plus souverains, d'avoir une force armée plus forte, avec des munitions, avec plus impactantes, mais aussi, nous, société civile, d'être plus souverains, c'est-à-dire moins dépendants des autres. Nous sommes
sur beaucoup de points, trop dépendants des autres. Sur l'essence, sur le pétrole, nous sommes trop dépendants de l'extérieur. 99% de nos importations sont des importations, on produit 1%. Il faut que nous électrifions nos usages. On a la chance d'avoir du nucléaire, on a la chance d'avoir aussi de l'éolien, du photovoltaïque. Il faut que nous accélérions nos usages, il faut que nous transformions nos besoins, y compris dans les habitations, moins impactés par le gaz. Je sais que ça paraît presque pédant, par exemple, de dire ça. Mais en réalité... mais c'est que ça demande du temps, c'est que ça va être une transformation qui va être lente et qu'en attendant, vous avez quotidiennement, c'est difficile. Court et temps long. Ouais. Le temps long qui devient du temps moyen, il faut que nous passions à être plus souverains. Souverain, ça a un coût financier, mais c'est un coût dans les usages, nos habitudes. Nous devons changer nos usages, nous avons changé d'époque. C'est très dur à le dire, mais nous avons changé d'époque. Et donc, on a la chance d'être dans un grand pays. Nous anticipons tous, mais évidemment, certains de nos usages ont changé. Sylvain Maillard, nous réagissons à l'actualité. Vous avez vu, il y a cette attaque au couteau en Angleterre, dans un quartier juif de la capitale anglaise, britannique. En France, il y a eu cette proposition de loi de Caroline Yadan contre l'antisémitisme. Elle a été rejetée, elle a disparu, on va dire, du programme de l'Assemblée nationale. Pour faire simple, vous aviez travaillé sur ce texte et il y a eu une nouvelle réunion avec la ministre Aurore Bergé qui propose un projet de loi pour lutter contre l'antisémitisme toujours, mais qui, je crois, serait élargi à d'autres formes de racisme. Expliquez-nous. Oui, moi je représentais Renaissance dans cette réunion autour d'Aurore Bergé. Le principe, c'est de dire, ce que nous avons porté, en tout cas ce qu'a porté mon groupe Renaissance, c'est de dire, nous voulons, pour nous, la loi Yadan qui a été réécrite avec le Conseil d'État. On comprend bien qu'il y a eu un emballement sur la loi Yadan avec la première formulation. Il y a eu beaucoup de craintes sur la liberté d'expression notamment. Avec la proposition de loi, la première mouture. Puis ensuite, la seconde qui a été réécrite par le Conseil d'État, passée en commission, votée en commission de l'Assemblée nationale. Mais ensuite, l'ensemble des lobbyistes, bien organisés, politiques ou pas, ou associatifs, se sont mis en branle pour faire en sorte de faire échouer, et puis surtout de mettre énormément d'amendements à l'Assemblée nationale pour qu'on ne puisse pas travailler sur ce sujet. Mais alors, vous travaillez dessus, mais là, c'est le fond dont on parle. Oui, et là, quand même, vous modifiez un tout petit peu, puisque là, vous élargissez. Ce ne serait pas juste l'antisémitisme. Oui, en fait, l'ensemble des groupes, hier, réunis autour d'Aurore Bergé, la question a été posée par la ministre. Est-ce que vous souhaitez qu'on élargisse un projet de loi avec le racisme et l'antisémitisme ? L'ensemble des groupes s'est prononcé favorablement pour ça. Moi, j'ai juste rappelé que le racisme et l'antisémitisme sont deux haines, mais qu'elles n'ont pas... L'antisémitisme, ça a une spécificité. Je le dis toujours, le racisme, c'est un sentiment de supériorité. L'antisémitisme, c'est un sentiment d'infériorité. Donc, ils ne doivent pas être traités sur le même plan. Par contre, dans un projet de loi avec des mesures particulières qui nous permettent, par exemple, nous, ce que nous avons proposé, c'est de revenir sur le droit de la presse. C'est-à-dire qu'en fait, en France, l'antisémitisme est un délit. 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. En réalité, combien de peines sont prononcées par an ? Très peu, alors qu'il y a une explosion de l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très protecteur, ce droit de la presse. Nous, ce que nous demandons, c'est que ce soit un délit de droit commun, prononcé par le juge dans l'ensemble des juridictions, et donc on puisse le sortir du droit de la presse et d'en faire un droit classique puni d'1 an d'emprisonnement. On ne met pas des peines supplémentaires, on souhaite juste qu'elles soient appliquées. Voilà une des propositions que nous avons fait avec Renaissance. Est-ce qu'il faut un nouveau texte ? Puisque tout existe déjà dans le droit et qu'il faut l'appliquer, mais est-ce que oui, il faut forcément un nouveau texte, parce qu'à l'heure actuelle, c'est traité par la 17e chambre correctionnelle de Paris, puisque c'est en fonction du droit de la presse. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça devienne un délit de droit commun, et donc que ce soit l'ensemble des juridictions françaises qui puissent le punir, le sanctionner, en tout cas le juger. Et donc ça, oui, c'est un gros changement. Il va y avoir un débat. Mais il y aura lieu quand d'ailleurs ? Parce que est-ce qu'il y a, dans le calendrier qui est très serré, la ministre avant... a dit qu'elle souhaitait déposer un projet de loi en Conseil des ministres avant la fin du printemps, au début de l'été, et surtout une première lecture avant le 14 juillet au Sénat. Ça bouscule, donc ça va aller vite. Il y aura une discussion entre nous. Je pense qu'on va être réinvités, y compris autour de votre micro, pour dire avantages et inconvénients. Moi, je vais vous dire un truc. L'antisémitisme, c'est le prémisse de l'éclatement de notre République, de notre démocratie. Si on laisse l'antisémitisme se démultiplier, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, dans l'exemple malheureux dont nous venons de parler, c'est le délitement de notre vivre ensemble.
On le connaît depuis le XIVe siècle, vous savez, l'antisémitisme est largement développé en Europe. Ça a toujours été le signal d'une moins d'antisémitisme, c'est une bonne santé pour notre pays. Plus d'antisémitisme, ça veut dire tout simplement que notre pays est en train de se déliter. Et donc il faut combattre l'antisémitisme. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme. L'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme et qu'il faut pouvoir le combattre. Et il faut que les juges puissent juger et punir ceux qui sont auteurs d'actes antisémites parce qu'ils pourrissent le vivre ensemble, tout simplement. Sylvain Maillard, nous sommes le 29 avril, vendredi, le 1er mai. Alors écoutez Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, qui est revenu sur le travail le 1er mai, ce jour-là, pour les boulangers et pour les fleuristes. Il prenait la parole au compte-rendu du Conseil des ministres. Les artisans boulangers, pâtissiers et les artisans fleuristes pourront travailler avec leurs salariés le 1er mai. Donc ce contenu, d'ailleurs, je veux le souligner, de ce projet de loi est directement issu d'un dialogue social intense qu'on a pu mener depuis 3 semaines. C'est permettre à ces boulangers qui ont toujours ouvert le 1er mai, à ces fleuristes aussi, c'est la fête du muguet, avec une filière très française d'ailleurs. Le muguet vendu en France vient de la France, beaucoup de l'ouest de la France. Donc voilà, tout ça était en fait à discuter pour trouver ce cadre de sécurité. Voilà, un nouveau cadre qui a été trouvé, une certaine tolérance pour ce 1er mai, avant peut-être un projet de loi qui inclura d'autres professions. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de ce qui va se passer dans 2 jours? Ce que nous avons porté avec Gabriel Attal et l'ensemble du groupe Ensemble pour la République, c'est de dire nous voulons de la liberté. En fait, tout simplement de faire en sorte que les boulangers et les fleuristes, eux d'ailleurs qui nous ont sollicité dessus, boulangers et fleuristes puissent ouvrir le 1er mai, si leurs salariés le souhaitent, payer minimum double avec un jour de récupération. S'ils ne souhaitent pas, ils ferment, il n'y a pas de souci dessus. La liberté. Oui, donc ce qui va se passer là dans 2 jours, est-ce que ça vous satisfait pleinement ? Nous, ce que nous souhaitions, c'était évidemment faire en sorte qu'il y ait une proposition de loi, une loi qui encadre parfaitement. Parce qu'en fait, ce que nous ne nous disons pas, et moi j'entends les Français qui disent, mais attendez, comment c'est possible ? C'est-à-dire que les inspecteurs du travail, en fait, ils n'ont plus de chef. C'est-à-dire que, en fait, le ministre du Travail dit s'il vous plaît, messieurs les inspecteurs du travail, ne passez pas dans les boulangeries ou bien soyez tolérants. Moi, j'entends, et le ministre Farandou, il fait ce qu'il peut le faire en fonction du ministre du Travail, mais ça devrait nous interroger tous en se disant est-ce qu'il est normal qu'un ministre, dans ce cas de figure, en fait, soit à la remorque de ce que ferait l'inspection du travail. Moi, je pense qu'il faut remettre du politique un peu partout. Tout à l'heure, vous parliez avec votre invité précédent sur les agences. Je pense qu'il y a une partie de l'État, de notre organisation, qui part un peu trop dans des formules administratives sans contrôle. Quand je dis sans contrôle, ce ne sont pas des gens raisonnables, ce ne sont pas des gens qui travaillent mal, loin de là. Ça veut juste dire qu'en fait, le politique, et moi qui suis un politique, je suis responsable devant vous et je suis élu. Et je me présente à des élections, je peux perdre et je peux disparaître de la vie politique. Quand vous êtes nommé, que vous êtes employé, vous êtes fonctionnaire, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal, en fait, il ne se passe rien. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre plus de politique. Là-dessus, c'est un cas particulier, et ce cas particulier nous montre que oui, il faut une loi, parce que en fait, le politique, il y a d'autres professions qui sont assez peu contentes, qui aimeraient ouvrir aussi, mais aurait décidé, dans sa majorité, le fait que les boulangers et les fleuristes, c'est-à-dire le peuple français, aurait décidé que les fleuristes et les boulangers pouvaient, si dans les conditions dont on a parlé, travailler le 1er mai. Moi, je pense qu'il faut remettre beaucoup plus de politique en réalité, parce que les politiques sont, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, vous pouvez en changer autant que vous voulez au moment des élections. Laisser en permanence la main à des autorités indépendantes qui ont toute leur place dans la société. Maintenant, il faut quand même un contrôle du politique. Alors, on sort d'une commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, et là, Éric Ciotti, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, d'Europe 1 et CNews, veut lancer une nouvelle commission parlementaire, cette fois sur le coût de l'immigration. Il veut la vérité sur les chiffres. Il dit que voilà, ça coûte très très cher. Il a dénoncé par exemple la non-application des OQTF en France. Il était ce matin sur CNews et Europe 1. Il y a eu l'année dernière, je crois, 22 000 obligations de quitter le territoire qui frappaient des ressortissants algériens. Un peu moins de 3 000 à peine ont été exécutés. C'est une insulte à la France. Et on vient s'agenouiller
devant ce régime qui est un régime dictatorial, qui est un régime qui oppresse les opposants, qui est un régime qui emprisonne des Français. Notamment, on a encore notre ressortissant, le journaliste Christophe Glaise, qui est dans les geôles algériennes. On a un pays qui fait voter une loi contre la France et on a un président de la République qui, en permanence, je ne sais pas ce qu'il craint, s'incline devant l'Algérie. C'est totalement scandaleux. Alors, parallèlement, donc, Éric Ciotti qui revenait sur la polémique du début de semaine avec Emmanuel Macron, qui a qualifié de maboule ceux qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Avant d'en venir avec cette commission d'enquête sur le coût de l'immigration, que pensez-vous de cette polémique ? Qu'est-ce que le président a voulu dire ? Quand j'entends Éric Ciotti, je me dis que c'est quand même confortable d'être dans l'opposition, en fait. C'est confortable parce que il suffit de dire, écoutez, regardez, 22 000 ressortissants, je certifie pas les chiffres qu'il donne, hein, mais il dit 22 000 ressortissants algériens qui doivent être expulsés en OQTF, et on n'en fait que 3 000. Bon, on en fait 3 000 pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas de laissez-passer consulaire. Et donc, en fait, nous sommes dépendants, comme dans n'importe quel autre pays du monde, dans l'autre sens aussi d'ailleurs, hein, pour nous rapatrier des Français. Parce que, vous savez, on refuse aussi que certains Français reviennent. Pas dans les mêmes proportions, mais on a aussi ce cas dans l'autre cas. Il faut un laissez-passer consulaire. Et donc les laissez-passer consulaires, c'est à la discrétion de l'État qui reçoit ses ressortissants. Et donc il faut des bonnes relations, il faut des relations en tout cas avec l'Algérie. Moi je fais partie de ceux qui ont dit qu'il faut dénoncer l'accord de 68. Je suis très à l'aise là-dessus. Est-ce que je trouve qu'il est confortable la position qu'on a avec l'Algérie d'un point de vue diplomatique ? Évidemment que non. Mais est-ce que pour moi il est plus essentiel le fait que les OQTF retournent en Algérie, oui. Donc la position de Laurent Nunez d'aller négocier et de faire en sorte de trouver un chemin de passage pour avoir des résultats et faire en sorte qu'ils puissent repartir dans un pays, je trouve que c'est... écoutez, on aura dans quelques semaines les chiffres exacts. Vous verrez que les résultats sont assez spectaculaires depuis plusieurs semaines. Et Christophe Glaise, lui, qui est toujours dans les prisons algériennes. C'est un autre sujet extrêmement important. Mais qui est lié également qui est lié à relations franco-algériennes, pas forcément aux OQTF, non, c'est sûr, mais à la relation franco-algérienne. Je veux saluer le travail du Quai d'Orsay, de nos diplomates qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles sur place. Il faut savoir que la diplomatie française, par exemple, l'ambassadeur doit demander l'autorisation pour sortir. L'ambassadeur d'Algérie et de France en Algérie doit demander l'autorisation pour sortir de l'ambassade, doit donner ses parcours exacts. Ils travaillent tous dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont présents. Ils négocient, je n'ai pas à en dire plus, mais pour nous c'est la priorité du Quai d'Orsay de libérer nos ressortissants et entre autres, évidemment, Christophe Glaise. Sylvain Maillard, Éric Ciotti, donc je reviens à sa proposition sur une commission d'enquête parlementaire sur les coûts de l'immigration, qui a un coût gigantesque selon lui pour les finances publiques. C'est une bonne idée ? Moi je crois que le débat 2027 sur l'immigration sera très important. À Renaissance, nous avons fait des propositions, on va continuer à les porter en disant nous pensons qu'il y a une immigration de travail qui doit être privilégiée, de faire en sorte que ceux qui viennent travailler pour nous permettre de faire fonctionner notre système, je rappelle qu'il n'y a pas un hôpital qui peut fonctionner sans étrangers. Je vous invite à aller dans les hôpitaux français, c'est peut-être vrai, mais dans les entreprises de façon générale. Nous avons besoin de ressortissants étrangers qui viennent travailler dans nos entreprises, parfois dans des métiers peu qualifiés, mais aussi dans des métiers très qualifiés. On est un pays d'international, on a besoin aussi de gens, de talents qui viennent en permanence dans notre pays. Mais nous voulons privilégier le travail. Quand nous regardons les visas donnés tous les ans, nous pensons, nous, qu'il y a par exemple trop de visas donnés pour les étudiants. En tout cas, il n'y a pas assez de contrôle. C'est 130 000, on parle de 130 000. Il y a trop de visas donnés sans contrôle. Moi, les étudiants étrangers qui viennent en France, je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est qu'on ne regarde pas leur scolarité. Une fois qu'ils ont le visa, on ne regarde pas leur scolarité, on ne regarde pas combien de temps ils repartent et combien de temps ils restent, et on ne regarde pas quand est-ce qu'ils repartent. Et d'autant plus que parfois, on paye leur scolarité, alors que nous n'avons pas d'objectif. On aura un objectif avec l'État qui les envoie en disant voilà, ils vont repartir dans votre pays, mais on veut les former, c'est un accompagnement. Ou bien nous, on veut garder ces ressortissants pour notre main-d'œuvre. On peut le comprendre. Enfin, plein de fois, il n'y a aucun accord, c'est en fonction de la bonne volonté. Ce débat doit-il avoir lieu via une commission d'enquête parlementaire ? Là, il fait une pirouette parce qu'en réalité, il n'a plus de droit de tirage avant le mois d'octobre. Il ne peut plus demander une commission d'enquête avant le mois d'octobre. C'est une par groupe et il l'a déjà utilisé avec l'audiovisuel public. On voit bien qu'on va rentrer dans. Mais moi, je trouve que c'est un débat présidentiel. C'est pas une commission d'enquête, c'est un débat présidentiel. Les chiffres qu'il veut, on les a déjà tous.
en réalité. On a déjà les chiffres. Oui, il y a un regroupement familial qui est beaucoup plus important que le travail, presque le triple. Est-ce que nous, on pense que le regroupement familial est important ? Il y a sûrement des regroupements familiaux qui sont un peu trop généreux. D'ailleurs, probablement avec l'Algérie, du fait de l'accord de 1968. Ensuite, sur les étudiants, nous, on vous dit très clairement, on pense qu'il faut être beaucoup plus sérieux sur l'attribution des visas d'enseignement qui sont donnés. Par contre, nous pensons que pour le travail, il est essentiel, avec un système de permis à points, comme l'ont les Canadiens, qui fonctionne très bien, c'est ça, parce qu'il faut absolument qu'on continue à avoir des talents qui viennent en France. Sylvain Maillard, député EPR de Paris, l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Et revoilà les ZFE. Vous avez signé, vous n'êtes pas tout seul, 70 députés, donc issus des groupes du Bloc central, ont signé hier, ont porté même la loi de simplification devant le Conseil constitutionnel pour protester contre la suppression des zones à faible émission, les fameuses ZFE. D'autres mesures aussi qui constituent, selon vous, donc des reculs environnementaux majeurs. Donc la bataille continue. Vous accrochez, hein ? Mais c'est un combat essentiel. C'est un combat essentiel parce que d'abord, on avait une loi de simplification qui nous permettait de simplifier. D'ailleurs, on parlait beaucoup des différentes agences, lesquelles on supprimé, lesquelles on continué à financer. On a fait une grosse simplification, entre autres pour les entreprises, et qui était très attendue. Moi, j'aurais adoré la voter, mais je me suis abstenu sur ce vote. Pourquoi ? Dedans, le Rassemblement national a apporté des amendements qui ont trouvé une majorité à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder qui a voté avec le Rassemblement national. Une majorité qui fait en sorte que les zones à faible émission soient remises en cause. Alors que ces zones à faible émission sont déjà à la main des maires. C'est-à-dire que si un maire décide de ne pas l'appliquer, elles ne sont pas appliquées. Moi, je suis un député parisien. Paris est une zone à faible émission. Moi, je crois que c'est important qu'on puisse aussi conserver un air l'air que nous respirons qui s'améliore. On élève aussi nos enfants à Paris. Ils ont le droit aussi d'être dans la cour d'école avec un air pur. Il y a déjà eu beaucoup de débats. Non, je voudrais terminer là-dessus. Il n'y a pas que uniquement quand on est en banlieue, grande banlieue, où on adore avoir un jardin, profiter, que les enfants puissent faire du sport. Et nous, nos enfants à Paris, alors qu'est-ce qu'ils font ? Nous, ils doivent être enfermés parce que on veut utiliser sa voiture tout le temps. Je suis issu de la banlieue. Je sais à quel point la voiture est essentielle. Je sais à quel point elle vous permet, sans voiture, vous ne pouvez plus bouger et à quel point elle est essentielle. Mais quand on habite dans des zones urbaines tellement denses, comme c'est le cas de Paris, la voiture, elle doit être... Mais ce débat, il a déjà eu lieu. Elle doit être mise un peu de côté, voire totalement de côté, pour utiliser les transports en commun, pour le bien-être de tout le monde. Donc, je crois que c'est un débat qui est important. Mais qui a eu lieu et il a été rejeté par les parlementaires. Mais Clélie Mathias, vous savez quoi, à l'Assemblée nationale, il ne suffit pas d'arriver, de déposer un amendement, c'est voté, puis ça se passe comme ça. On est sur un texte de simplification. La zone à faible émission, pour nous, ne fait pas partie de ce texte. Et donc, nous demandons au Conseil d'État de dire c'est un cavalier. Si le Rassemblement national veut porter cela, à ce moment-là, il dépose une proposition de loi en tant que député. Il a une niche parlementaire pour ça, et on en discutera. Question sur la présidentielle pour 2027. Écoutez, Christophe Béchu, maire d'Horizon d'Angers, sur les discussions entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Il était sur France 2 ce matin. Je confirme le fait que nous avons des discussions et que tout le monde a conscience, dans le bloc central, je dirais même presque dans le socle commun, qu'il ne pourra pas y avoir à la fin pléthore de candidats sur la ligne d'arrivée. Sinon, ça veut dire qu'on aura un Mélenchon-Le Pen au deuxième tour ou un Mélenchon-Bardella. Si la gauche, la droite, si tout le monde est fragmenté, il y aura une prime aux extrêmes. Et dans ce contexte, il faudra bien qu'il y ait une décantation et qu'il y ait des candidats qui se retirent au fur et à mesure des mois de campagne. La question, c'est qui va se retirer ? Parce que sur la ligne de départ, il y en a de plus en plus. On a appris même qu'Elisabeth Borne se préparait avec un objectif aussi de contrer Gabriel Attal, Bernard Cazeneuve, et puis donc Gabriel Attal qui poursuit sa pré-campagne. On va appeler ça comme ça. Alors, ce dont je me réjouis, c'est que tous disent en public, comme le dit Christophe Béchu, ou bien en privé, disent tous qu'ils sont conscients du fait qu'il faudrait un seul candidat. Ouais. Et que ce candidat, en tout cas de mon point de vue, mais on l'a appelé d'ailleurs avec Maud Bréjon, on a fait un appel et une soixantaine de parlementaires en disant il est essentiel que ce soit le plus tôt possible, parce que vous savez très bien que quand on fait une campagne, forcément on égratine les uns les autres. Et quand je dis égratiner, c'est un euphémisme.
on doit parler des Français, on doit faire une proposition forte pour la France. Et donc, je souhaite que très rapidement, il y ait un seul candidat du bloc central, pour moi, qui va à Modem, Renaissance, Horizon et LR.